France Culture, bienvenue à tous, il est 17h. Réviser ses classiques tout en s'amusant, tester et améliorer son orthographe sans être noté. Avec Rachid Santaki, nous vous proposons une dictée et sa correction, à faire seul ou en famille, muni d'un papier et d'un crayon. En compagnie aujourd'hui de l'écrivain et magicien Rémi David. Une dictée à suivre maintenant sur l'antenne de France Culture ou en vidéo sur le Facebook de la chaîne, à réécouter enfin si vous le souhaitez sur le fil de vos podcasts. France Culture, la dictée géante de Rachid Santaki avec Olivia Gesbert. Et bonjour Rachid Santaki. Et bonjour Olivia. Est-ce qu'on vous a manqué ? Oui, énormément. Est-ce que vous avez fait plein de dictées cette semaine ? Non, pas de dictée. Non ? Vous n'êtes pas entraîné ? Rien. Ok, bon, on va voir comment ça se passe aujourd'hui. Bonjour Rémi David. Bonjour Olivia. Bonjour, vous êtes écrivain, vous êtes auteur de Lava aux éditions Le Tripode, vous êtes membre du comité scientifique surtout de l'exposition magique au musée des Confluences à Lyon. Exposition à laquelle vous avez participé car vous pratiquez vous-même la magie dans le cadre de votre association déjà. Magis, M''Agi, on comprend l'idée. Entouré d'une équipe d'artistes prestidigitateurs. Ça, c'est pas facile à dire. Répétez-le 10 fois, s'il vous plaît, Rachid. Laissez-moi tranquille, Olivia, s'il vous plaît. Alors, je commençais par moi. Prestidigitateur. Vous êtes l'auteur d'une philosophie de la magie, d'une anthologie aussi. Le goût de la magie ? Le goût de la magie. Et le goût du cirque ? Oui, à venir. Dans la même collection. Non, Ouais. Qui est déjà sorti. Qui est déjà sorti. Il y a 2 ans au Mercure de France. Et ben voilà, tout ça est au Mercure de France. Rémi David, on est ravis de vous recevoir, d'autant que vous pouvez nous parler de magie à l'occasion de cette exposition à voir à Lyon, mais vous pouvez aussi en pratiquer de la magie, puisque vous êtes vous-même magicien. Et ça, c'est assez fascinant parce que vous réenchantez régulièrement le monde au sens propre, en bas de votre porte, mais aussi beaucoup plus loin, de la jungle de Calais au bidonville de Mayotte. Vous avez beaucoup voyagé avec tous vos ustensiles, je ne sais pas comment on dit, votre attirail de magicien. Qu'est-ce que la magie apporte dans le quotidien des gens que vous rencontrez ? Alors c'est tout l'enjeu effectivement de cette association, c'est de proposer une petite parenthèse d'enchantement auprès de populations qui manquent cruellement d'enchantement, effectivement, que ça soit dans les bidonvilles, dans les orphelinats, dans les hôpitaux, dans les prisons. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à décrire, mais qu'on éprouve très fort quand on réalise ce type d'intervention, où on voit les yeux des enfants et des parents qui sont écarquillés, grands comme ça, et qui sont fascinés par ce qui se déroule, et notamment dans des zones du globe où parfois ils n'ont pas même conscience de ce concept de magie de spectacle. Et donc ce qui se passe est d'autant plus déroutant que la notion de spectacle de magie leur est encore inconnue. Ou la notion de spectacle d'ailleurs. Je me rappelle de petits villages des Philippines où on s'était rendu, et personne dans le village n'avait jamais vu un comédien, n'avait jamais vu un spectacle de danse, et c'était vraiment l'événement du village, dans une petite cabane de pêcheurs qui devait contenir en principe 20 personnes, mais là où il y avait 200 personnes, tout le monde massait sur les fenêtres, derrière la porte, etc. Et vous, qui vous a envoûté, Rémi David ? Ah, je ne sais pas vous répondre exactement. Je me souviens avoir vu une magicienne qui s'appelait Elisabeth Amato quand j'avais 17 ans, 16 ou 17 ans à peu près. Et je me rappelle encore d'avoir été vraiment fasciné par ce qu'elle faisait, de prendre un billet, enfin de prendre une feuille de papier plus précisément qu'elle changeait en billet, et le billet de 10 € devenait un billet de 20 €, etc. Je trouvais ça vraiment fascinant. J'aimais déjà la magie comme beaucoup d'enfants. J'avais la petite mallette à l'âge de 6 ans. Mais ensuite, j'étais interne et mon voisin de chambre avait acheté un livre de magie que je lui empruntais tous les soirs. Et à 18 ans, là, j'ai commencé à travailler beaucoup plus sérieusement ma magie et à faire ensuite moi-même des spectacles de magie. Et ça marche. Quel est votre tour principal, celui que vous préférez exécuter ? Alors, ça dépend du contexte dans lequel on en fait. C'est très différent, justement, quand j'interviens dans les pays que vous venez d'évoquer, où je n'ai ni la même culture, ni la maîtrise de la langue des enfants. Donc là, c'est des tours qui sont plus visuels, avec des journaux, avec des foulards, avec des bouteilles, avec des liquides qui vont apparaître, disparaître. Des colombes et des lapins ? Non, je ne fais pas les colombes et les lapins. Pas Je du ne tout fais les pas, animaux j'aime pour bien. ma part. Non, mais c'est vrai que c'est peut-être la première image qui vient quand on pense aux magiciens de spectacle. Alors après, on est à un Et au point- jeu de cartes. Le jeu de Et le jeu de aussi. cartes. Le jeu de cartes. Et voilà, le jeu de cartes, typiquement en France, c'est quelque chose que je fais. Ça s'appelle le close-up, quand on réalise un tour de cartes sous les yeux du spectateur, en close-up, cadre rapproché, manche relevée, et où tout se déroule sous les yeux des personnes à qui on s'adresse. Donc, vous avez plusieurs tours à votre arc et vous allez nous en réaliser un
aujourd'hui, à retrouver donc, on le disait en vidéo sur le Facebook de la chaîne, ainsi que cette dictée, et puis à écouter pour ceux qui sont derrière le transistor, parce qu'on est quand même sur France Culture. Est-ce que vous pouvez nous... Allez-y. Avec grand plaisir. Alors, comme on est à la radio, je vais essayer de décrire... Ouais. Vous êtes déjà levé pour passer sur le micro d'à côté, qui est un peu plus haut. D'accord. Donc, comme on est à la radio, je vais essayer de décrire au maximum ce que je suis en train de faire. Et je vais vous proposer, Olivia, un tour avec une petite boîte d'allumettes. Une petite boîte d'allumettes. Et on va imaginer les choses. On va imaginer les choses, puisque tout le monde ne peut pas voir. On va imaginer que je prends une allumette dans cette boîte d'allumettes, que je l'allume, et que cette allumette allumée... Vous la jetez sur Rachid. Exactement, et ça va déclencher un incendie. Alors Rachid a la chevelure qui s'enflamme en ce moment même. Et il y a un jeu de cartes posé à côté de lui qui est en train de prendre feu. Toutes les cartes sont en train de prendre feu les unes après les autres. Et vous allez avoir des choix à faire, Olivia. Vous allez avoir à intervenir dans ce tour pour sauver certaines cartes. Des choix importants à faire. Par exemple, est-ce que vous allez choisir de faire brûler plutôt tous les nombres, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou est-ce que vous allez faire brûler plutôt les figures, c'est-à-dire les valets, les as, les valets, les dames et les rois? Plutôt tous les nombres. Tous les nombres. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tous les nombres ont donc brûlé. Restent exclusivement les figures, et l'incendie est tel qu'elles sont en train de prendre feu également. Mais vous allez choisir qui est-ce qui va brûler. Est-ce que ce sont les hommes ou est-ce que ce sont les femmes? C'est votre choix et moi je ne vous influence en aucun cas. On a suffisamment brûlé des sorcières sur le bûcher, donc je sauve les reines. C'est une excellente idée. Les hommes ont brûlé, il ne nous reste plus que les 4 reines. La reine la dame, disons, de cœur, la dame de carreau, la dame de trèfle et la dame de pique. Mais malheureusement, comme je disais, c'est un incendie total. Elle commence à prendre feu, mais vous pouvez intervenir, Olivia. Vous pouvez encore intervenir et vous pouvez sauver une de ces dames, une et une seule. Laquelle vous allez sauver parmi les 4? Et je choisis la dame de pique, parce que c'est un opéra magnifique. La dame de pique. Vous pouvez encore changer d'avis. Non, vous sauvez la dame de pique. Je pense que c'est un excellent choix. Pour l'instant, c'est pas encore de la magie, me direz-vous, mais on va juste ouvrir la petite boîte d'allumettes qui est posée sur la table depuis tout à l'heure. Cette boîte d'allumettes, en fait, il y a à l'intérieur quelque chose, il y a une carte. Dans cette boîte d'allumettes, je vous la montre, et une carte qui est protégée par un petit trombone. Et ce petit trombone, en fait, a suffi à protéger vraiment, vraiment la carte. Et la carte, malheureusement, a quand même cramé sur les côtés. Je ne sais pas si vous voyez, les bords de la carte sont brûlés en raison de cet incendie. Et cette carte, la seule et unique qui se trouve dans la boîte d'allumettes, c'est pas n'importe laquelle, mais c'est la dame de pique. Sauvée grâce à vous, Olivia. Félicitations. Il n'y en a vraiment qu'une dans la boîte? Il n'y en a vraiment qu'une dans la boîte que je peux vous donner à examiner. C'est incroyable. Hop. Comment vous avez fait? Non, mais Olivia, vous êtes de mèche, là. Vous êtes en train de Rémi, Olivia. Mais non. C'est la bonne expression de mèche pour l'incendie. Exactement. Comment? Alors, dites-nous comment vous avez fait. Donnez-nous le truc. Alors non, je ne le révélerai pas, et encore moins à la radio. Non. On n'y arrivera jamais. Mais parce que la notion de secret, c'est vrai que c'est quelque chose d'important en magie. C'est génial, bravo. Et ça participe de l'enchantement des tours, justement. Vous avez pas observé, vous n'avez pas vu quelque chose se passer? J'étais attentif, mais Est-ce j'ai qu'il a pas mis eu les mains le temps derrière son dos Non. Franchement, ça va être compliqué de se mettre dans la dictée. Non, mais c'est surtout, faites attention, à mon avis, il a un dictionnaire déployé quelque part. Ouais, au fond de prochaine la tête. étape, faire disparaître les fautes d'orthographe, on essaiera. C'est ce que je proposais. Rituel, superstition, magie ou sorcellerie, Rémi David, l'exposition qui se tient en ce moment à Lyon montre l'évolution de nos croyances d'un continent à l'autre, d'une époque à l'autre aussi. Qu'est-ce que c'est la magie d'abord? Quelle est votre définition de la magie? On l'imagine maléfique ou guérisseuse? Il y a peut-être beaucoup de réalités qui se cachent derrière. Quelle est votre définition à vous? Oui, c'est une excellente question. Alors moi, quand je parle de la magie de spectacle, je la définis dans mon livre comme l'écriture d'une fiction réel. C'est-à-dire qu'on travaille avec les objets du réel, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres œuvres, des autres domaines de l'art. On travaille avec les objets du réel et ce sont ces objets qu'on manipule pour écrire une fiction qui se déroule donc dans le réel avec les objets du réel. Donc je parle là de la magie de spectacle, mais derrière le mot magie, il se cache effectivement des réalités qui sont très 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 différentes les unes des autres. Et cela recouvre des réalités qui sont différentes et même opposées parfois les unes aux
aux autres. Par exemple, la magie médicale qu'on va mettre en œuvre pour guérir n'a rien à voir avec cette magie de spectacle que je viens de décrire, qui est différente elle-même de la magie religieuse, où on va attribuer, prêter des pouvoirs à des forces naturelles ou à des divinités, qui est différente de la magie rituelle, où on va par exemple essayer de prédire l'avenir en allant se faire tirer les cartes ou en observant le vol des oiseaux. Donc ça recouvre une multitude de réalités. C'est ce qu'essaye de montrer l'exposition aux Confluences, de plonger le public dans l'ensemble de cette galaxie en quelque sorte qui se cache derrière le mot magie. Et la magie, l'exposition explore aussi ces liens entre magie et religion, entre magie et science aussi. Avec la religion, c'est intéressant parce que la magie est quand même une affaire de croyance. Et on le sait dans l'histoire, dans le passé, elle n'a pas toujours été vue en Europe, notamment d'un très bon œil par les grandes religions monothéistes, entre autres. Pourquoi ? Comment expliquer ce statut presque endiablé de la magie, le fait qu'elle soit perçue et été vue comme une forme de concurrence par rapport à la religion ? Oui, parce que la toute-puissance est celle de Dieu et pas celle de l'homme. Vous évoquiez la chasse aux sorcières, c'est précisément ça qui est pointé du doigt. Pouvoir détourner le cours des choses est un pouvoir extra-humain et du coup réservé à la divinité. Il y a un passage de l'Exode, par exemple, les plaies d'Égypte, qui est intéressant, puisque c'est Moïse et son frère Aaron qui sont envoyés auprès du Pharaon et le Dieu les invite à réaliser des miracles. Donc il dit à Aaron, tu vas planter ton bâton et ton bâton se transformera en serpent. Mais les magiciens du Pharaon, qui s'appellent Janès et Jambres, réalisent exactement le même miracle. Et ça continue ainsi de suite, avec la poussière qui est transformée en poux, avec les eaux du fleuve qui se transforment en sang, jusqu'au moment où les magiciens du Pharaon n'arrivent pas à suivre le rythme et reconnaissent la toute-puissance de Dieu. Il y a eu un édit en France, celui de 1682, on l'apprend aussi dans l'exposition, qui fait perdre, ou en tout cas qui permet à la magie de quitter ce statut lié à la sorcellerie, au diable, et qui fait de la magie l'œuvre ou le produit, le fruit des charlatans. C'est pas beaucoup mieux en fait. On estime que les magiciens étaient là pour endormir aussi le public. Oui, c'est ça, elle va être rejetée du côté du charlatanisme, d'abord par la religion, par la science ensuite. Il y a la reproduction d'un tableau d'ailleurs dans l'exposition de Jean-Louis Hamon, peintre du 19e siècle, où on voit un magicien en train de réaliser un tour, de fasciner des femmes et des enfants, tandis que les philosophes et les scientifiques lui tournent le dos et que le pédagogue essaye de détourner les enfants et de les faire venir à lui pour détourner le regard de ce magicien malveillant. Et effectivement, elle a ce positionnement qui est très particulier. Ça dépend encore une fois de ce qu'on met derrière le terme magie, puisque ça peut avoir trait à la superstition qui s'opposerait à la raison de la science, mais dans le même temps, les magiciens de spectacle que j'évoquais tout à l'heure s'appelaient par exemple physiciens pendant très longtemps, jusqu'à la fin du 18e, début du 19e siècle. Et ils employaient ce mot de physicien pour insister sur leur fait que ce qu'ils proposaient reposait sur un savoir scientifique qui faisait appel à la physique, à la chimie parfois, avec Robert Houdin, la découverte de l'électricité, de l'électromagnétisme, toutes ces inventions scientifiques, il va se les réapproprier pour les investir dans le champ de la magie de spectacle. Et les magiciens de spectacle eux-mêmes ont souvent dénoncé ce qu'ils appelaient les faux médiums, les charlatans. Je pense à Robert Houdin, je pense à Harry Houdini, par exemple, le magicien américain également, qui pointait du doigt ces charlatans qui prétendaient détenir d'authentiques pouvoirs magiques qui, à leurs yeux, étaient une usurpation de la réalité. Et le lien entre magie et littérature ? Et le lien entre magie et littérature, il est intéressant. Alors, il y a quelque chose de très concret dans l'écriture magique. Le fait d'écrire peut, dans certaines cultures, agir sur le réel. Parce que l'exposition est structurée en trois parties. Une partie plus historique au début, une partie plus thématique ensuite, où on s'intéresse à l'universalité des pratiques magiques. Et parmi cette universalité, il y a le fait d'écrire quelque chose. Il y a par exemple un très beau parchemin
parchemin qui est exposé, qui vient de la communauté chrétienne d'Éthiopie et qui est une prière écrite qui avait vocation à protéger d'une méchante sorcière dévoreuse d'enfants. Donc le fait d'écrire quelque chose peut avoir des conséquences magiques. Mais si on prend l'écriture, non pas au sens littéral d'écrire quelque chose sur un papier, mais de la littérature, il y a pas mal de parallélismes qui sont établis par les écrivains eux-mêmes. J'entendais Pierre Lemaitre tout récemment, à l'occasion de la sortie du Grand Monde, qui disait explicitement qu'à ses yeux, l'écrivain est un magicien puisqu'il va recourir à des trucs qu'il s'agit de cacher au lecteur pour produire des effets sur son lecteur. Je me souviens d'Alice Zenniter qui disait des choses assez semblables aussi sur le fait de pouvoir, à partir d'un objet, d'un livre, agir sur le réel et procurer une émotion à son lecteur ou sa lectrice en la faisant pleurer, ressentir quelque chose, alors qu'il s'agit de personnages qui n'existent pas, mais qui vont pouvoir influer sur le réel. Et il y a des très beaux passages aussi de Stephen King ou de Vladimir Nabokov qui poursuivent ce parallélisme-là. Nabokov considère que le grand romancier est un grand magicien, un enchanteur, et dans ses conférences aux États-Unis. Et Stephen King, par exemple, fait un parallélisme entre le fait de réaliser le fait d'écrire un livre et de réaliser un tour de télépathie. Il dit, par exemple, je suis dans l'année 2000 et j'écris ce texte, et vous, qui serez peut-être 20 ans plus loin dans le temps, vous allez pouvoir avoir une image mentale que je suis en train de faire naître en ce moment même. Par exemple, si je vous dis d'imaginer un lapin sur une table, et bien 20 ans plus tard, dans un autre espace et dans un autre espace-temps, vous aurez dans votre tête un lapin, et si j'imagine qu'il a un brassard violet, vous verrez le brassard violet, etc. etc. Donc c'est un parallélisme qui est souvent, que s'approprient souvent les écrivains. On aurait pu penser au Maître et Marguerite de Bulgakov aussi, mais là c'est plutôt la figure du diable que cela peut évoquer à propos de littérature, de magie et de littérature. Vous ferez paraître à la rentrée prochaine un premier roman, Rémi David, Mourir avant que d'apparaître, qui relate la rencontre derrière le poème Le Funambule entre Jean Genet et, alors non pas un magicien, mais un jeune acrobate. Comment s'est faite cette rencontre? En quelques mots, comment elle explique aussi ce poème magnifique? Oui, c'est une histoire d'amour, effectivement, entre Genet et cet acrobate qui s'appelle Abdallah Bentaga, et à qui il a dédié le poème Le Funambule, qui est à mes yeux un des plus beaux textes de la littérature française, que je vous invite à découvrir si vous avez la chance de ne pas le connaître encore. Et vous avez imaginé cette rencontre ou vous la racontez? Vous êtes vraiment vous allé chercher quelle était l'histoire? J'essaye de retracer cette rencontre, cette histoire d'amour, et puis la fin aussi de cette histoire d'amour. C'est un projet qui est né dans le cadre d'une résidence à l'IMEC où se trouvent toutes les archives de Jean Genet. Et c'est une histoire d'amour à la fois magnifique, puisque très intense, et puisque Jean Genet va en quelque sorte faire advenir Abdallah funambule, le faire marcher sur le fil. Et c'est une histoire d'amour tragique également, puisque au moment où Abdallah tombera du fil, l'histoire prendra une autre direction et Abdallah va mettre fin à ses jours très jeune, à l'âge de 27 ans. Suite à quoi Jean Genet, pendant 22 ans, ne publiera plus aucun livre de son vivant. Donc c'est cette histoire que je retrace, qui m'a intéressé et que je trouve magnifique, parce que aussi elle résonne avec toutes les histoires d'amour entre hommes ou entre femmes, sur ce qu'on est prêt à faire pour l'autre, sur l'image qu'on essaye de lui donner et sur l'endroit où on veut l'emmener ou pas. Et ce roman paraîtra à la rentrée prochaine, Mourir avant que d'apparaître. Alors, il va falloir maintenant se mettre à la dictée. On ne parlera pas de tous ces objets qui sont liés aussi à la magie et qui sont présents dans cette exposition à voir au Musée des Confluences. On pense bien sûr aux amulettes qui visent souvent à nous protéger. On parlera pas de toutes ces actions autour de passe-passe possibles qui permettent d'entrer en relation avec des mondes invisibles, qui permettent aussi d'adresser des bonnes ou des mauvaises intentions sur autrui, ni de ce bestiaire lié à la magie. Mais je vous invite tout cela à aller le voir dans cette exposition magique à voir donc à Lyon. Est-ce que vous êtes prêt pour la dictée, Rémi David? Je suis prêt. Bon, vous étiez fort en dictée à l'école? J'étais plutôt fort parce que je lisais beaucoup, mais très intuitif. Je n'arrivais pas à expliquer le pourquoi du comment. Et je ne suis pas sûr, d'un point de vue grammatical, de savoir plus expliquer aujourd'hui. On va voir. Qu'est-ce que vous avez choisi pour nous comme texte, comme extrait aujourd'hui, Rachid Santaki? Vous l'avez, pardon. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. J'ai choisi un extrait de Stephen King,
Écriture mémoire d'un métier, où effectivement, ici, l'auteur propose une réflexion sur son métier d'écrivain et il compare l'écriture à la magie, enfin à la télépathie. Voilà, Donc, c'était un tour de mentalisme, j'ai deviné. effectivement, mais là je suis de mèche, hein, c'était prévu, donc on n'est pas avec la dame de pique. Bon, très beau livre, très bel opéra. Vous n'avez pas choisi du tout d'en parler là, mais puisqu'on l'a sauvé de ce grand incendie, tout va bien. Les auditrices et auditeurs de France Culture sont prêts, sont avec nous, feuilles et stylos, papier et crayon à la main pour se prêter au jeu de votre dictée, Rachid Santaki. 3 lectures. La première pour se mettre le texte dans l'oreille, la deuxième pour noter, si vous le voulez bien, tous, et Rémi David en premier lieu, et la troisième pour corriger. Très bien, très bonne dictée à toutes et à tous, très bonne dictée Rémi. Voyons-nous la même chose? Il faudrait nous retrouver et comparer nos notes pour en être absolument sûr. Mais je crois qu'on peut répondre par l'affirmative. Il va de soi que nous constaterions des variations. Pour certains, le tapis de table sera plutôt vermillon. Pour d'autres, plutôt carmin, ou de toute autre nuance dans la gamme des rouges. Pour les récepteurs daltoniens, il sera du gris sombre des cendres de cigare. Certains l'imagineront avec une bordure dentelée, d'autres avec une bordure droite. Ceux qui ont un goût prononcé pour la décoration y ajouteront peut-être de la dentelle. Pas de problème, mon tapis de table est votre tapis de table, faites-vous plaisir. On Point va final. travailler nos couleurs avec cette dictée, Rachid Santaki. Les nuances de rouge. Tout va bien, exactement. Il y en a presque 50. Tout va bien pour vous aussi, Rémi Très David? bien. Alors c'est parti, écrivez, et écrivez, Écrivons. écrivons, levons le crayon. Voyons-nous la même chose? Voyons-nous la même chose? Point d'interrogation. Voyons-nous la même chose? Point d'interrogation. Il faudrait nous retrouver. Il faudrait nous retrouver. Voyons-nous la même chose? Point d'interrogation. Il faudrait nous retrouver et comparer nos notes. Et comparer nos notes pour en être absolument sûr, virgule. Et comparer nos notes pour en être absolument sûr, virgule. Mais je crois qu'on peut répondre, mais je crois qu'on peut répondre, mais je crois qu'on peut répondre par l'affirmative. Point. Mais je crois qu'on peut répondre par l'affirmative. Point. Il va de soi. Il va de soi. Il va de soi que nous constaterions des variations. Je répète pour les plus jeunes, il va de soi que nous constaterions des variations. Fin de la dictée pour les écoliers. Donc il va de soi que nous constaterions des variations. 2 points. Pour certains virgules, le tapis de table, pour certains virgules, le tapis de table sera plutôt, pour certains virgules, le tapis de table sera plutôt vermillon, virgule. Pour certains virgules, le tapis de table sera plutôt vermillon, virgule. Pour d'autres, plutôt carmin, virgule. Je répète, pour certains virgules, le tapis de table sera plutôt vermillon, virgule. Pour d'autres, plutôt
carmin, virgule, ou de toute autre nuance, ou de toute autre nuance, ou de toute autre nuance, dans la gamme des rouges. Je répète pour d'autres plutôt carmin, virgule, ou de toute autre nuance, dans la gamme des rouges, dans la gamme des rouges, ouvrez les parenthèses, pour les récepteurs daltoniens, virgule, donc ouvrez les parenthèses, pour les récepteurs daltoniens, virgule, pour les récepteurs daltoniens, virgule, il sera du gris sombre, pour les récepteurs daltoniens, virgule, il sera du gris sombre des cendres de cigare. Refermez les parenthèses. Pour les récepteurs daltoniens, virgule, il sera du gris sombre des cendres de cigare. Refermez les parenthèses. Point. Certains l'imagineront, certains l'imagineront, certains l'imagineront avec une bordure dentelée, virgule. Certains l'imagineront avec une bordure dentelée, virgule. Certains l'imagineront avec une bordure dentelée, virgule. D'autres avec une bordure droite, point. Certains l'imagineront avec une bordure dentelée, virgule. D'autres avec une bordure droite, point. Ça va, Rémi, au niveau du rythme de la lecture? Ça va, merci beaucoup. D'autres avec une bordure droite, point. Ceux qui ont un goût prononcé, ceux qui ont un goût prononcé, ceux qui ont un goût prononcé pour la décoration, ceux qui ont un goût prononcé pour la décoration, ceux qui ont un goût prononcé pour la décoration y ajouteront peut-être de la dentelle, virgule. Je répète, ceux qui ont un goût prononcé pour la décoration y ajouteront peut-être de la dentelle, virgule. Pas de problème, virgule. Je répète, ceux qui ont un goût prononcé pour la décoration y ajouteront peut-être de la dentelle, virgule. Pas de problème, virgule. Pas de problème, virgule. Mon tapis de table est votre tapis de table, virgule. Pas de problème, virgule. Mon tapis de table est votre tapis de table, virgule. Faites-vous plaisir, point. Je répète, mon tapis de table est votre tapis de table, virgule. Faites-vous plaisir, point final. Et voilà pour cette deuxième lecture. Merci beaucoup. Rachid Santaki, est-ce que ça a été pour vous? Il y a cette histoire de couleurs notamment. Ouais. Il y a les marrons, les oranges, je ne sais plus comment ça marche, on verra. Sur les accords, notamment. Sur les accords des Ouais. adjectifs de couleur. Allez, on y retourne ensemble. Si vous avez envie de relire certaines phrases pour être sûr. Non, Ça va on encore peut y quelques aller, je secondes. pense. Allez, on peut y aller. Voyons-nous la même chose? Pas de difficulté particulière ici. On n'oublie pas le trait d'union entre voyons et nous. On est à la première personne du singulier pour le verbe voir, sous la forme interrogative. Première personne du pluriel, j'ai dit, je ne sais plus ce que j'ai dit. Première personne du pluriel pour ce verbe voir au présent sous sa forme interrogative. Voyons-nous la même chose? Il faudrait, haïté, nous retrouver et comparer. Attention, deux infinitifs. Retrouver ER et comparer ER. Comparer avec un M avant le P, comme avant le B. C-O-M-P-A-R-E-R. Nos notes, avec un S à note, pour en être absolument sûr. Sur S-U, accent circonflexe, R. On n'accorde pas plus. Mais je crois, C-R-O-I-S, qu'on peut
répondre par l'affirmative. Tout va bien pour vous jusqu'ici? Non, il y a une J'avais petite mis faute un qui s'est S glissée. à assure. Oui. Et j'avais Mais c'est vrai que oublié la de question tirer se à voyons-nous. posait. Ah bon? Oui, Ah oui, un non, doute ça, tout oui. d'un coup, mais c'est peut-être le stress du début. Ah oui, oui. Alors ça, oui. Alors pardon, j'aurais dû aller plus lentement. Donc tirer à voyons-nous. Et alors le sur, effectivement, la question peut se poser, mais je pense qu'on est de l'ordre de l'indéfini aussi. Et nous aurions eu un nous plus clairement identifié. Pour être sûr, on aurait pu mettre au pluriel, non, Rachid? Accordé. Mais là, on ne sait pas exactement de qui il s'agit. Hein? Mais je crois, CROIS, qu'on peut répondre par l'affirmative. Il va de soi, SOI, que nous constaterions, IONS, des variations, VARIATIONS, pour certains. Vous avez mis certains au singulier ou au Je pluriel? l'ai mis au pluriel. Oui. Pour certains avec un S, le tapis de table. Bon, je ne demande pas comment on écrit un tapis de table, a priori vous connaissez bien ce mot-là. TAPIS, pas de trait d'union, de table, sera plutôt vermillon. Alors si on est dans les nuances donc de ces rouges, le vermillon, comment vous l'avez écrit? VERMI, 2LON, Exactement, et le carmin qui nous arrive? CARMIN. Exactement. On a deux noms masculins et adjectifs invariables de couleur. Hein. C'est le vermillon, le carmin, mais ça peut être utilisé comme des adjectifs. C'est le cas ici. Invariable. Donc, de toute façon, là, le tapis est au singulier, mais si ça avait été au pluriel, des chaussures, des robes, vermillon, ON toujours, pas de S. Le Robert nous le rappelle pour ce vermillon qui est un rouge vif, tirant sur l'orangé, tandis que le carmin est plutôt d'un rouge éclatant sur cette gradation des couleurs. Carmin, CRMIN, pareil, invariable. Ou de toute autre nuance dans la gamme des rouges. De toute autre nuance, vous avez choisi le pluriel ou le singulier de votre côté? Je l'ai mis au singulier. Bien. Alors c'est comme Stephen King et son traducteur en tout cas. C'est tout juste. TOUTE, autre AUTRE, nuance NUANCE, dans la gamme des rouges. Là, des rouges, on met au pluriel. Pluriel. Oui, ROUGES. Pour toute autre nuance que j'avais une hésitation à mettre ou non un E à toute. Oui. Toute une autre nuance ou toutes les autres nuances, effectivement. Moi, je pense que les deux sont possibles, mais à vérifier. Pour les récepteurs daltoniens, ce daltonien, vous l'avez écrit comment? Au pluriel DALTONIENS. Il sera du gris sombre, on est au singulier, des cendres. Cendres? Au pluriel, Ouais. les cendres de cigares. Et c'est le C de cendre, vous avez choisi avec un un C? S ou un C? Un C. CENDRES, de cigares. Au pluriel. Oui, il y en a plusieurs. Des cendres de cigares. Certains AINS, à nouveau, l'imagineront ONT avec une bordure dentelée. DENTEL, accent aigu. Exactement. aigu, Ouais, E. ouais, vous l'avez bien dit, avec une bordure dentelée, on accorde, c'est au féminin. D'autres, D''AUTRES, avec une bordure droite. Ceux CEUX. Voilà, ceux qui ont un goût prononcé pour la décoration, donc certains étaient au pluriel, les autres, donc les autres aussi, enfin d'autres, et ceux, toujours au pluriel, CEUX, qui ont, donc là le verbe arrive qui nous indique aussi sur son sujet, qui ont ONT un goût, on n'oublie pas l'accent circonflexe sur le U, prononcé, et pour la décoration, y ajouteront ONT, peut-être de la dentelle, pas de problème, singulier pluriel. Non, j'habite à Alençon, donc la dentelle, c'est un mot que je vois tous les jours. La dentelle au point d'Alençon, DENTE, 2LE. Parfait. Pas de problème. Pas de problème, donc singulier. Singulier ou pluriel? J'ai mis au singulier comme il n'y en a pas. Tout juste. Mon tapis de table et votre tapis de table, faites-vous plaisir. Alors faites-vous. Avec un trait d'union que j'ai oublié. Faites-vous FAITES, trait d'union, vous, VOUS, plaisir. Voilà pour cette dictée.
sans trop de difficultés. Non. On ne vous a pas offert une troisième lecture pour ce temps de vous relire et corriger peut-être ce qui est plus des fautes d'inattention. Mais bravo à vous, Rémi David, merci Bravo. beaucoup. Merci beaucoup. L'intégralité du texte de cette dictée de Rachid Santaki est à retrouver sur franceculture.fr et surtout vous préciser qu'il est extrait du Goût de la magie, cette anthologie publiée au Mercure de France que vous signez, Rémi David, des textes que vous avez rassemblés, des textes rassemblés par vos soins. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, vous prêter au jeu de cette dictée, nous parler aussi de cette exposition magique, c'est son titre, au Musée des Confluences à Lyon. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Rémi. Merci Rachid Plaisir. Santaki, à la semaine Avec prochaine. plaisir. Et un grand merci à toute l'équipe de la dictée, à Corinne Amar qui a préparé et programmé cette émission, à Mydia Portis-Guérin qui l'a réalisée, à la technique aujourd'hui, Jordan Fuentes, à la vidéo, Clara Galivelle. Je vous souhaite une très belle fin de journée sur France Culture.